Bonjour, bonjour. Oh là là, ça commence bien. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vous retrouve pour un tag. Et vous savez très bien que quand j'ai envie de faire un tag, bah j'aime bien aller voir sur le blog de Marie de Muffin Books, que je vous mettrai en barre d'infos parce qu'elle fait toujours des petites pépites. Et à l'heure où vous voyez cette vidéo, le préquel sur le président Snow de Hunger Games est sorti il y a 2 jours. Moi je trouve ça la veille de la sortie. Et pour l'occasion, parce que c'est une fangirl invétérée d'Hunger Games et de Finnick, Marie a fait un tag exprès pour la saga Hunger Games qui s'appelle Puisse le sort vous être favorable. Je vois pas du tout de quoi elle parle. Et en fait le but c'est qu'il y a 10 questions qui sont inspirées de l'univers d'Hunger Games. Et du coup, même si ce tag est centré sur la saga Hunger Games, on n'est pas obligé de répondre des personnages, des moments ou des livres d'Hunger Games pour répondre à ce tag. Justement, le but c'est de citer d'autres livres à travers des questions centrées sur Hunger Games. Donc moi je me suis en plus ajouté la tâche difficile, donc de ne pas citer Hunger Games, de ne pas citer Harry Potter, et enfin de ne pas citer les mêmes réponses que Marie a fait elle quand elle a répondu à son questionnaire. Donc la tâche n'était pas simple. Moi je me suis un petit peu creusé la cervelle, les neurones ont dû fonctionner et après 2 mois de confinement, c'était pas simple pour eux. Mais on va commencer tout de suite avec la question 1. Question 1, puisse le sort vous être favorable? Un livre avec une phrase culte. Donc là déjà je trouve qu'on commence avec la question la plus dure parce que sérieux tout de suite, moi qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah j'ai envie de citer cette fameuse phrase de Hunger Games ou encore Wingardium Leviosa d'Harry Potter, ce genre de choses. Bah j'ai cherché et en fait c'est pas vraiment une phrase, c'est un mot qui est en fait un prénom en même temps ou en tout cas un pseudonyme. Et du coup je vais vous citer le livre Love Simon de Becky Albertalli publié aux éditions Hachette. Donc là c'est avec la couverture, avec l'affiche du film et le titre du coup aussi. Et du coup bah moi ma phrase culte, lol si on peut appeler ça une phrase, c'est Blue. Voilà c'est tout parce que en fait bah, toute l'histoire que ce soit dans le livre ou dans le film, bah on a le blue, le cher blue, dear blue et du coup je trouve que ça donne un certain rythme à l'histoire et une musicalité. Et bah pour moi c'est assez culte en fait, ce mot, ce pseudonyme c'est vraiment un point de repère dans l'histoire et du coup c'est pour ça que j'ai choisi ça et aussi parce que je ramais profondément pour trouver. Deuxième question, Katniss Everdeen, la fille du feu, un personnage féminin badass. Là pour le coup il y en a plein qui me viennent à l'esprit parce qu'il y a énormément de personnages féminins badass. Mais j'ai pas pu m'empêcher de parler d'une saga dont je vous parle assez souvent en ce moment. Et j'ai donc vous parler bien évidemment des Chroniques lunaires de Marissa Meyer publiées aux éditions Pocket Jeunesse. Moi je vous le présente donc en format poche et là pour le coup c'est le 3e tome parce que bah pour moi une héroïne badass c'est Cress. Les héros Cinder et Scarlet le sont aussi. Je suppose que Winter va l'être aussi, je ne l'ai pas encore lu. Mais pour moi, Cress est vraiment badass parce que, bah, à l'instar de Réponse, hein, qui est la princesse Disney pour laquelle Cress est inspirée, bah, elle est hyper candide, crédule et un peu naïve au début du récit. Et elle devient d'une badassitude sans nom. Et la place qu'elle prend dans l'histoire, la force qu'elle acquiert, c'est juste assez impressionnant et c'est pour ça que bah moi Cress elle est grave badass. Troisième question, Peeta Mellark, le garçon au pain, un personnage masculin que tu adores. Et alors là pareil, il y en a plein. Moi des book boyfriend j'en ai 1 milliard, enfin franchement c'est pas qu'ils se battent pour m'avoir hein, mais moi j'en ai 1 milliard dans ma tête. Mais je vous en présente un qui est pour moi iconique, que j'ai depuis des années, qui n'arrive pas à être détrôné malgré toutes les lectures, tous les incroyables coups de cœur, malgré tous les personnages masculins que j'ai rencontrés ces dernières années. Il y en a un qui est toujours dans mon cœur et qui le sera sûrement toujours à jamais. Et c'est donc Peter dans la trilogie L'expérience Snow Watterson qui est publiée aux éditions Nathan et qui est écrite par Michel Gagnon. Ça fait longtemps j'ai l'impression que je vous ai parlé de cette saga qui est ma saga préférée, même si les Chroniques lunaires, bah ils commencent à se mettre bien quand même, hein, franchement. Peter. En plus ce que j'aime avec Peter c'est que bah en fait j'ai l'impression que l'expérience Snow Watterson n'a pas été lue par 1 milliard de personnes en France. En tout cas c'est une saga qu'on voit assez peu sur les réseaux sociaux. Et du coup bah, j'ai l'impression que Peter il est un peu pour moi toute seule, je le partage avec personne, contrairement par exemple à Finnick ou à d'autres personnages comme lui. Mais Peter, ouais, j'ai l'impression que pour le coup il pourrait me vouloir. Mais cet espoir est vain. Mais je l'aime d'amour. Voilà, c'est même pas de l'adoration, ça devient malsain au bout d'un moment. Quatrième question, Gale Hawthorne,
je ne sais pas dire son nom de famille, le chasseur. L'interrogation elle était bien, hein. Un triangle amoureux. Forcément on n'a pas le droit de citer celui d'Hunger Games, mais moi il y en a un autre que je voulais vous montrer. Et du coup ça m'arrange de vous montrer ce livre parce que j'ai un petit update à vous faire dessus. Forcément moi quand on me parle de triangle amoureux, bah je pense forcément à la sélection de Kirakas publiée en France chez la collection R, mais ici c'est l'édition anglaise de chez Harper-Teen. Et bah du coup je pense à America, Maxon et Aspen. Et pourquoi je voulais vous présenter ce livre en vous parlant d'update à vous faire? Parce que donc c'est la version en anglais que j'avais commencé l'été 2018, à savoir que j'ai déjà lu la sélection en français, j'ai déjà lu les 5 tomes. Et on m'avait offert les 3 premiers en anglais. Et il y a 2 ans j'ai voulu commencer et je m'étais arrêtée à un tiers à peine. Et la semaine dernière j'ai lu une trentaine de pages, j'ai lu 2 chapitres, du coup j'étais contente parce que moi l'anglais c'est pas très confortable et j'étais très contente d'avoir réussi à lire 30 pages, je me suis bien remise dedans, j'avais pas besoin de relire les dernières pages, je savais exactement où on s'était arrêté. Donc bien sûr vu que je l'ai encore en tête en français, bah le fait de l'avoir déjà lu en français m'aide énormément dans ma lecture en anglais. Mais du coup je suis trop contente de retrouver cet univers et ouais pour moi ce triangle amoureux c'est vraiment un triangle amoureux iconique. Vraiment iconique. Cinquième question, le Capitole, un livre avec un univers où tu aimerais aller. Et alors là, je vous vois tous à vouloir aller à Poudlard. Bah oui, mais c'est Harry Potter, donc je ne le citerai pas. Mais récemment, aux éditions Casterman, il y a une saga qui a été publiée, en tout cas pour l'instant il n'y a que les 2 premiers tomes, mais l'univers me tente pas trop mal. Et je vous présente donc Princesse Incognito, le tome 1 des chroniques de Rosewood, publié donc aux éditions Casterman et écrit par Connie Glein. Et du coup, bah, dans cette histoire, on va suivre 2 jeunes filles notamment qui vont rentrer à l'école prestigieuse de Rosewood, qui est un petit peu étrange. Et dans sa description, elle est parfois féerique, enfin il y a des endroits qui sont juste trop beaux. Et bah moi j'aimerais bien aller dans cette école. Donc certes c'est une école un peu de magie, tout ça. Certes Poudlard, il y a de l'inspiration, mais c'est pas Harry Potter, donc j'ai le droit. En tout cas ça a l'air vachement bien. Pour l'instant j'ai lu que le premier tome, j'aimerais beaucoup m'acheter le deuxième et le lire. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé ce premier tome tout doux, tout mignon, qui annonçait quelque chose de potentiellement un peu moins doux pour la suite. Mais j'ai très hâte de me plonger dans la suite. Sixième question, L'Arène, un livre avec un univers qui regorge de dangers. Mais genre vraiment beaucoup. Donc là typiquement c'est là que je voulais répondre comme Marie, parce que moi le premier livre qui me vient à l'idée quand on parle d'univers qui regorge de dangers, c'est le labyrinthe. Mais elle l'a cité, soit c'est son droit, du coup je vais citer autre chose. Pour ma part, je vais vous citer Terre de brume de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Rajo, donc là c'est le tome 1. Cet univers, effectivement, il regorge de dangers, parce qu'on est dans un univers où, bah, grosso modo, hein, pour schématiser, c'est un peu des îles flottantes dans le monde, les différents mondes dans lesquels on évolue, qui sont entourés de vide, et ce vide va être envahi par la brume, et dans la brume, bah, il y a des choses qui se passent qui sont pas tout à fait sympathiques, parce que quand grosso modo la brume envahit l'espace, bah elle tue tout sur son passage parce qu'il y a des méchantes bêtes à l'intérieur, clairement, qui sont pas tout à fait sexy, qui donnent pas envie. Et bah pour moi ça s'appelle du danger. Pour le coup j'aimerais pas du tout vivre dans cet univers parce que moi je flipperais bien. Vraiment beaucoup. Donc là il y a du danger. Danger. Attention, warning, danger. Septième question, les tribus de carrière. Un livre avec un ou des méchants qui t'ont fait peur. Et là du coup c'est pareil, il y avait pas mal de livres que j'avais envie de citer. Et je trouve qu'il y avait une de mes dernières lectures qui correspondait très bien à cet item. Je vais vous présenter le tome 1 des Belles de Doniel Clayton, publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Livre que j'ai lu au mois de mars il me semble, et dedans il y a un personnage. Je vais pas vous dire son nom parce que c'est potentiellement spoiler l'histoire de... Parce qu'au départ, quand on le voit pour la première fois, on sait pas nécessairement que c'est un méchant, donc je vais pas vous dire son nom. Mais ce personnage, il est grave flippant. Alors, il est super bien fait, il est pas flippant en mode gore, mais sa folie est super flippante. Et du coup, t'as pas forcément envie de te retrouver dans la même pièce que ce personnage. Parce que bah sa folie pourrait être descendre sur toi, parce que manipulation, parce que tout. Et c'est vraiment un personnage ultra anxiogène. Et c'est le fait que ce personnage soit anxiogène qui le rend flippant à souhait. Et du coup je trouve que ce livre correspondait vraiment bien à la question. Question 8, les tribus sacrifiées. Mort d'un personnage qui t'a fait pleurer. Donc bah là c'est spoiler un livre que de répondre à cette question. Donc ce qu'on va faire ensemble, on va jouer à un petit jeu. C'est surtout moi qui va avoir l'air ridicule, mais si vous voulez pas écouter ma réponse à cette question, j'ai trouvé que ça comme idée.
que j'ai copié d'ailleurs de je ne sais plus où, mais voilà. Quand je vais répondre à cette question, je vais lever la main et je vais baisser la main quand le spoil sera terminé. Ça vous va comme ça? Enfin, de toute façon, vous pouvez pas me répondre, mais on va faire comme ça. Donc, bien sûr, coupez pas seulement le son, détournez aussi le regard de l'écran parce que je vais montrer le livre et du coup, vous serez spoilé au moins du livre. Ce serait dommage. L'avertissement est terminé, on va passer à la réponse. Donc le personnage dont la mort m'a fait pleurer mais des larmes de crocodile, c'est Tessa dans Je veux vivre de Jenny Denham, ici publié dans l'édition Pocket, mais il existe aussi chez Pocket Jeunesse. Waouh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. Je me rappelle encore, c'est une anecdote que je raconte de temps en temps dans mes vidéos quand je parle de ce livre. J'étais en médecine à l'époque et j'ai fini ce livre dans l'amphithéâtre alors qu'on avait une demi-heure de trou entre deux cours. Et je pensais pas que la fin serait aussi perturbante. On se doute que le personnage va décéder, mais... Mais quand même, en fait, c'est fait d'une telle manière que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en plein milieu d'un amphi de 400 élèves. Voilà, c'est un petit peu la honte, mais j'en ai pas honte en vrai, mais voilà. Donc là, par contre, je sais pas trop comment les gens qui ne voulaient pas être spoilés vont arriver à ce moment-là sans s'être fait spoiler le titre. Donc bon courage pour réussir à pas avoir été spoilé, je baisse ma main. Question 9, les baies de Suro, un plot twist qui t'a retourné le cerveau. Et là pareil, il y avait plein de livres que je voulais vous présenter. Au départ j'en avais mis un autre, mais tout compte fait je voulais vous présenter un autre livre parce que quand je l'ai vu dans ma bibliothèque, je me suis dit oh mais oui c'est vrai. Et ça m'a remindfuck le cerveau quand même. Et je vous présente donc La planète des singes de Pierre Boulle, publié chez Pocket. Je sais pas ce que j'ai dans cette vidéo, il y a pas mal de poches. Généralement c'est assez rare qu'il y ait des poches, mais là il y en a plein. J'adore cette couverture qui pour le coup est grave flippante. Et en fait c'est un classique de la science-fiction, La planète des singes, qui a connu plusieurs adaptations cinématographiques. À savoir que j'avais vu certaines adaptations, mais je m'en rappelais plus trop. Et je ne sais même plus si elles sont réellement fidèles à l'histoire originale. Mais le final, il m'a tellement perturbée. Genre je me suis sentie trahie par ce livre à la fin, mais vraiment. Je me suis dit mais t'avais pas le droit de me faire ça, moi je t'achète et tout, t'es plutôt mignon, je te fais confiance. Et tu me fais ça? Et j'étais vénère de ouf clairement. Mais il est incroyable ce final, il m'a vraiment retourné le cerveau, mais un truc de bien. Et ouais j'étais choquée, mais d'où un livre il a le droit de faire ça à ses lecteurs, ça se fait pas en vrai. Enfin, je sais pas, c'est grâce à ses lecteurs qu'un livre y vit notamment. Et il a pas le droit de les faire souffrir. Et enfin, on termine en douceur avec les vainqueurs. Un couple que tu aimes plus que tout. Alors là, on va retourner quelques années en arrière, mais en même temps, c'est relativement actuel, parce que j'ai aussi un update à vous dire à ce niveau-là. Et je vais vous présenter Mia et Michael, du journal d'une princesse de Meg Cabot, publié au livre de poche. Parce que Mia et Michael, je sais pas depuis quand je suis cette saga, mais j'étais relativement jeune. Et je les ai suivis jusqu'au 11e tome qui est sorti il y a pas si longtemps que ça en vrai, qui est sorti il y a 4 ans je crois. Puis la semaine dernière je relis les tomes, donc j'ai fini ce tome 1, je suis en cours de lecture du tome 2. Et je pense que alterner entre d'autres bouquins ça va me faire une partie de mon été. Et ouais, Mia et Michael pour moi ils sont iconiques, enfin quand j'étais jeune et que j'ai découvert les aventures de Mia, et Michael, c'est mon premier book boyfriend. Donc certes, j'ai envie qu'il soit avec moi, mais il est tellement bien avec Mia. Donc oui, là pour le coup, c'est peut-être un spoil de couple, mais bon, ça va, c'est le journal d'une princesse. C'est pas non plus un spoil de fifou. Ouais, leur couple, il est tellement cute, il est tellement beau. Voilà, pour moi, c'est un couple que j'aime plus que tout. Ouais, c'est le couple que j'ai suivi pendant toute ma jeunesse. J'avais l'impression que c'était un couple d'amis en vrai. Et, et ouais, je les aime d'amour. Enfin, toute cette histoire, même si là, je la relis, j'ai 24 ans. Alors oui, il y a des trucs qui font pas forcément. Mais j'arriverai pas à trouver de défaut quoi qu'il arrive à cette saga. Parce que c'est le journal d'une princesse en fait. Et que elle compte tellement pour moi cette saga que... Ouais, et puis Mia et Michael quoi. Il n'y a pas de justification à avoir de toute façon, c'est Mia et Michael, point barre. Et voilà, on a fini avec ce super tag. Je tiens à remercier encore une fois Marie, parce qu'elle a toujours une imagination débordante pour ce qui est de la création de tags. Franchement, je suis assez admirative de ce qu'elle arrive à faire. Moi, je serais incapable de créer des tags aussi cool. Et je suis admirative aussi qu'elle ait réussi à y répondre, parce que je crois qu'elle s'est mis elle-même en difficulté avec ces questions, parce que franchement il y en a qui sont vraiment pas simples. Encore une fois je vous le dis, je mets le lien de son blog, en tout cas de son article en barre d'infos, parce que
franchement si vous lisez un peu des blogs, pour moi c'est un des blogs littéraires les plus iconiques, celui de Marie, il est juste trop cool. Et il est vachement fourni, elle a toujours un ton assez drôle quand elle parle de livres. Et ouais, elle fait ses tags, soit elle en reprend d'autres, soit elle en crée elle-même, elle en crée de plus en plus. Et ouais, je suis assez admirative de son travail tout simplement, donc elle mérite le soutien qu'on peut lui apporter. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à répondre, peut-être pas à toutes, mais à quelques questions en commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y en a deux trois où vous êtes d'accord avec moi ou si vous aurez mis autre chose, tout ça tout ça. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.